Meir Dan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Merci. Ce matin, ce n'est pas pour parler, on va dire, de développement, on va dire, stratégique et militaire que nous avons sollicité, mais parce que, pour revenir en arrière, pour nous ramener, on va dire, 37 ans en arrière, dans cette nuit du 10 au 11 juin 1982, en plein cœur de la guerre du Liban, de ce qui était encore à l'époque s'appelait l'opération Paix en Galilée, dans ce combat de Sultan Yacob, vous étiez vous-même officier de Tsahal dans une unité de l'armée israélienne. Racontez-nous où vous vous trouviez et ce qui s'est passé à Sultan Yacob et pourquoi ce combat, cette bataille est devenue, on va dire, une bataille symbole traumatisante pour la société israélienne et même pour l'armée israélienne. Eh ben, le fait qu'il y a eu tant de pertes, il y a eu 20 soldats tués dans cette bataille et surtout les 3 soldats disparus, c'est ça qui rend un choc à chaque fois de nouveau dans l'armée israélienne et pour le peuple israélien. À cette époque, il y a eu 2 divisions qui travaillaient dans cette région est de Liban. C'est la Beka libanaise, hein, c'est ça? La Baka, ouais, la Baka. Et moi, j'étais avec la division 162 et il y a eu la division 90, un peu plus à l'est que nous. Et j'étais à l'époque chef d'une unité de génie qu'on a été joint à une batterie, à une unité de chars. Et il y a eu une grande bataille dont les 2 divisions sont battues ensemble à côté, autour du lac Caroun. Oui. Et il y a eu 2 endroits très très sensibles et très importants un, on l'appelait le croisement de l'eau, Sommet Hamayim, et l'autre qui était envers Sultan Yaakov, qui était un peu plus à l'est, vraiment sur le Baka, et sur le Baalbek. Oui. Et donc, nous avons pris une position autour du lac Caroun et les gens croisement de l'eau. Et l'autre division a continué plus à l'est et c'est là où il y a eu cette malheureuse bataille. Et si vous voulez mieux, ils sont entrés directement dans un piège. Dans une embuscade. Oui, embuscade. Il faut dire que ça a commencé par une grande défaillance d'intelligence, vu que on pensait que l'armée syrienne était complètement battue. Oui. Ils n'arrivaient plus à agir autant qu'unité, ils agissaient n'importe quoi. Il y a eu des chars un peu partout qu'on chassait un par un. Mis à part un ensemblement de grandes... C'est ça, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que pendant cette première guerre du Liban, au début en particulier, il y avait en fait un objectif central qui était de neutraliser les forces de l'OLP qui étaient au sud Liban. Mais il y a eu par la suite un développement et une volonté, donc vu l'implication des Syriens, de combattre aussi les Syriens plutôt du côté de l'Est, n'est-ce pas? Ouais, de les dégager de Liban, c'était ça le but, qui était abouti d'ailleurs. C'était pas n'importe quoi, c'était 2 divisions syriennes qui étaient là-bas. C'est vraiment une présence très très importante qui a donné une couverture à l'activité de l'OLP à l'époque. Il y a une grande présence de l'OLP et bien sûr une énorme présence syrienne. Ce qui s'est passé, c'est que vu la façon dont ils sont rassemblés au croisement de l'eau, autour du lac Caroun, on était sûr que c'était un ensemblement de soldats n'importe quoi, c'est-à-dire ils n'étaient pas organisés. Oui. Ils étaient dans un désarroi complet. On ne pensait pas qu'ils allaient se réorganiser à côté de l'Est et on a mal estimé leur volonté de défendre la frontière syrienne. Donc à cet endroit-là, ils ont vraiment gardé quelques unités en entier qui n'étaient pas mêlées au combat d'auparavant. Donc c'est là où il y a eu aussi quelques forces de l'OLP qui étaient jointes à eux et ça fait que cette malheureuse unité est tombée directement dans cette embuscade et comme on était très 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 occupé autour du lac Caroun, que là-bas c'était un endroit très 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 stratégique,
il n'y a eu pas beaucoup d'unités qui pouvaient les sauver et qui pouvaient les aider. Donc ça a mis quelques 6-7 heures de combat dans laquelle ils étaient tout seuls là-bas. Et c'est là où il y a eu cette malheureuse résultat. Je dois dire quelque chose, Daniel, avec votre permission, que vraiment aujourd'hui, hier, et puis toujours, mais vraiment hier c'était symbolique, j'étais fier d'être juif, être israélien, être un soldat israélien. Vous savez, la semaine dernière, j'ai été pendant 3 jours autour de la bande de Gaza, pensant que ça allait développer quelque part. J'ai 60 ans. Je mets toujours des uniformes et je sais pourquoi. Hier, j'ai compris encore plus pourquoi. J'ai le même sentiment que la veille de l'opération à Entebbe et j'ai le même sentiment que j'ai eu dans plusieurs occasions d'être fier d'être commandant à l'armée, sachant qu'on fait n'importe quoi pour amener les enfants à la maison. N'importe quoi, sans aucune limite. Toute l'imagination et le budget nécessaire, on le fera pour amener les enfants à la maison. C'est très unique. Dans le monde entier, c'est très, très, très unique. Et j'en suis fier de l'être. Meir, une dernière question. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui a permis de retrouver le corps de Zecharia Baumel sans violer la censure militaire. Les Russes, à votre avis, sont impliqués? Qui a pu permettre de déclencher, de restituer le corps de Zecharia Baumel? Et pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à retrouver ceux des 2 autres combattants, de ces 2 autres compagnons, Feldman et Katz? Vous savez, la façon dont ça a été... apparemment, quand on voit qu'ils devaient ramener 20 corps pour identifier Zecharia Baumel, j'imagine qu'ils ont rassemblé des restes de corps dans un ensemble, dans une région. Pour imaginer l'opération elle-même, je suis sûr et certain que c'est une approche physique des soldats israéliens, ni plus ni moins. Mais bien sûr que la présence des unités russes dans la région, en Syrie, a dû sûrement dans le camp palestinien de Yarmouk. Bien sûr. Je dirais pas trop ça, mais bien sûr en territoire syrien, la présence des unités russes a fait qu'il y a eu une couverture beaucoup plus apaisante. Ce qui n'empêche qu'on le sait que des unités israéliennes ont été un peu partout en Syrie et dans toute la région pour des tas d'opérations, et ça c'est une de plus. Et très symbolique et très importante. Mais vous savez, aujourd'hui, je dois le dire, je suis sûr que dans la tête de tout le monde, sans exception, on a encore un soldat israélien que depuis 55 ans, on aurait aimé le ramener à la maison. C'est Eli Cohen, bien sûr. Là-dessus aussi, Israël n'a jamais cessé à tenter de le ramener dans tous les moyens possibles. Il y a pas mal de détails dans lesquels je le sais, je le connais. Et je suis sûr que jamais on lâchera l'espoir de le faire. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir accepté de témoigner, de nous raconter donc les circonstances de ce combat, de cette bataille de Sultan Yacoub en 1982 pendant la première guerre du Liban, et de nous avoir expliqué un peu comment peut-être donc les forces israéliennes, les services de renseignement israéliens ont permis la restitution et le rapatriement du corps de Zecharia Baumel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné ce matin. Daniel. Et bonne journée. Shalom. Bonne journée. Bye bye.